Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et c'est en compagnie de Cora que je vous laisse et avec qui vous allez rapidement rentrer dans le vif du sujet. Diagnostiquée haut potentiel et hypersensible et en cours de diagnostic de TDAH et troubles anxieux, Cora nous donne sa vision de toutes ces étiquettes et nous explique son quotidien avec toutes ces atypies, que je mets entre guillemets, car je dirais plutôt que c'est ses multifacettes. Cora nous parle aussi de ses relations amoureuses, de sa faculté à être un caméléon dans toutes les situations et de sa quête existentielle de sens dans la vie. Bref, un épisode bien rempli, comme je les aime et comme j'espère que vous les aimez aussi. J'en profite pour remercier Cora de mettre des mots aussi clairs sur son fonctionnement et son ressenti. J'ai adoré enregistrer cet épisode et j'espère que vous adorerez l'écouter aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez mon mail dans la description de cet épisode. Je vous laisse avec Cora et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour, je m'appelle Cora, j'ai 33 ans et je suis hypersensible, d'où ma présence ici aujourd'hui. Alors pour moi, l'hypersensibilité liée aux autres, dans un sens comme dans l'autre. D'une part, il y a le fait de ressentir parfois de manière assez énorme, avec beaucoup d'intensité, les émotions que les autres peuvent nous faire ressentir. Ça peut être la joie, la tristesse, la peur. Voilà, pour moi, le côté hypersensible, c'est que tout ça, ça soit vraiment décuplé. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, la personne en face va faire quelque chose de peut-être anodin, que nous, on va surinterpréter. Alors, je trouve qu'il y a quand même toujours un fond de vérité, mais du coup, c'est vraiment, vraiment décuplé après en termes d'interprétation. Et puis dans l'autre sens, pour moi, l'hypersensibilité, c'est aussi être capable de sentir ce que les autres ressentent et sentir leur sensibilité à eux et justement arriver à comprendre un petit peu ce qui peut se passer chez l'autre. C'est arriver dans une pièce et puis, arriver à décoder en fait assez rapidement, les liens qui existent ou pas entre les gens, s'ils sont positifs, négatifs, qui s'entend bien avec qui, voilà. Moi, j'ai aussi l'impression de ressentir, assez facilement entre guillemets «les failles». C'est un peu, c'est pas toujours super cool, mais j'ai toujours l'impression de comprendre quelle émotion est compliquée chez quelqu'un, si ça va être plus la colère, si c'est la tristesse, j'arrive à avoir pas mal de choses assez sous-jacentes, très rapidement, en fait. Alors l'hypersensibilité à mes yeux, c'est autant une force qu'une faiblesse. C'est vraiment les 2. C'est une force parce que, je trouve que ça permet de vivre des choses, de manière très intense. Parce que pour le coup, les émotions positives, elles sont décuplées, comme les négatives, mais du coup, ça donne l'occasion de vivre des moments vraiment très, très forts et de se sentir parfois, en adéquation, avec les gens, avec le monde, mais d'une intensité, à la limite de l'extase, on va dire. Et puis, sur les côtés négatifs, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que quand ça va pas, ça peut être très, très compliqué. On se demande si on n'est pas complètement bipolaire, parce que d'un coup, un petit quelque chose dans notre journée va venir, tout casser. Donc ça, c'est assez compliqué. Sur les côtés plus compliqués, il y a tout ce qui est lié à l'hypersensibilité, des 5 sens. Moi, je sais que, j'ai beaucoup de problèmes avec les bruits. Les amis n'en peuvent plus. Et des fois même, ils font exprès. J'ai eu, depuis toute petite, le toucher aussi est assez compliqué là, je pense aux étiquettes des vêtements.
Mais des fois, je sens même des choses sur mes vêtements que j'arrive pas à voir avec mes yeux, enfin et ça me rend folle parce que je comprends pas, mais bon, visiblement, il y a quelque chose quand même. Donc des fois, c'est voilà, c'est compliqué par rapport à ces sens, comme tout est vraiment, vraiment exacerbé. Alors j'ai du mal à dire exactement quand est-ce que j'ai découvert mon hypersensibilité. Je l'ai toujours été, hein, de ce que je me souviens, même, enfin enfant. Après, le moment où ça m'a vraiment parlé, alors il y a eu déjà de toute façon de plus en plus de sujets, hein, enfin de livres, de podcasts, justement sur ce sujet, donc ça commençait un petit peu à se démocratiser, je sais pas, je dirais il y a 7-8 ans peut-être et ce qui m'a vraiment fait regarder ça de plus près, alors c'est pas l'hypersensibilité, comme on en a parlé jusqu'à présent, c'est plus finalement le côté haut potentiel mais qui est, aussi pas mal lié à l'hypersensibilité. En fait, c'est mon frère qui a été, détecté, haut potentiel et puis, bah, en parlant, un petit peu autour de moi, que ce soit au travail, que ce soit ma famille, mes amis, le retour a été assez unanime. Ils m'ont tous dit, «Ah bah, c'est marrant parce que, enfin, autant toi, on s'en doutait, autant ton frère pas du tout, quoi». Moi, j'étais ultra choquée de leur dire: «Mais enfin, comment ça vous vous en doutiez?» Moi, j'avais pas du tout ça en tête. Alors après, j'ai sauté une classe quand j'étais petite. Enfin, c'est sûr, hein, j'étais dans les très bons élèves plus jeunes, mais j'avais tellement l'image du, surdoué premier de la classe un peu coincé que ça me correspondait pas du tout. Parce que j'avais beau être première de la classe, moi j'aimais bien faire des bêtises plutôt. Pas tant que ça, parce que j'étais quand même une élève sage, mais c'est vrai que je me reconnaissais pas du tout dans l'élève qui allait travailler des heures chez lui et qui adorait ça. Moi, c'était plus, bah, je pense que j'avais des facilités et du coup, j'ai jamais trop travaillé et je me suis jamais sentie entre guillemets, «tête d'ampoule», comme dans Malcolm. Donc voilà, c'était une grande surprise quand, tout le monde m'a dit ça et donc j'ai un peu creusé le sujet. J'ai lu un premier livre sur les HP et hypersensibles qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai lu «Je pense trop» et je me suis, voilà, vraiment reconnue dans «Je pense trop». Alors après je sais qu'il faut faire attention à tous ces livres parce qu'en fait, quand on les lit, on a tous l'impression de se retrouver, dedans, fois 10 000. Donc bah, pour répondre un peu, à mes questions, j'ai passé un bilan, hein, chez un psychologue pour savoir si oui ou non j'étais HP. Donc voilà comment j'ai découvert, cette hypersensibilité. Donc quand j'ai creusé, j'ai compris qu'il y avait certes le côté HP, lié au fonctionnement du cerveau, plus intellectuel et puis il y a tout ce qui est, ressenti et émotion qui effectivement est décuplé. Alors après, ce qui est compliqué pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire, ce qui me caractérise, c'est, l'hypersensibilité et le fait d'être HP. Alors déjà, j'aime pas trop parce que ça met dans des cases et puis j'ai d'autres diagnostics qui sont, posés ou en cours, d'être posés, qui peuvent expliquer pas mal de mes fonctionnements que je pouvais rattacher justement à l'hypersensibilité ou au potentiel et aujourd'hui, bah, il se trouve qu'il y a peut-être, d'autres éléments sous-jacents. Donc j'ai consulté il y a quelque temps et il s'avère que j'ai, alors ça c'est assez sûr, un trouble anxieux. Donc c'est, bah, de l'anxiété, qui va intervenir sur du sujet entre guillemets qui parfois en valent vraiment pas le coup. Et puis, bah, c'est du coup de faire des crises d'angoisse, sans forcément parler de crise d'angoisse, c'est d'être complètement, complètement bloqué dans son avancée, en fait. Moi, enfin, c'est vraiment comme ça que ça se caractérise chez moi, c'est que finalement, bah, j'ai plein d'idées, plein d'envies, sur les sujets professionnels et puis, finalement, l'idée a à peine fait le tour de mon cerveau que, bah, ça finit finalement par me paralyser, mais en fait, j'ai trop peur que ça me plaise pas à terme, j'ai trop peur que ça soit trop compliqué, j'ai trop peur que voilà. Disons que ces dernières années, ça a été, de pire en pire et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était quand même pas normal et un autre diagnostic qui est en cours, c'est le TDAH, donc c'est du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc je dis qu'il est en cours parce qu'en fait, c'est assez difficile de comprendre, tous ces symptômes pardon, à quoi ils sont dus finalement, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui sont liées justement à l'hypersensibilité. Finalement, on a découvert que j'avais une anxiété, bon, qui était, entre guillemets «maladive» et du coup,
bah, pareil, d'autres symptômes négatifs peuvent être liés à cette anxiété et finalement et ben, c'est aussi des symptômes qui pourraient être liés à un TDAH. Alors il faut savoir que le TDAH, disons que c'est pas psychologique, c'est vraiment enfin «psychiatrique» entre guillemets, c'est vraiment le cerveau qui fonctionne d'une manière qui ne devrait pas fonctionner. En gros, c'est un tuyau qui est trop petit entre guillemets à un certain endroit et voilà, si finalement, tous ces symptômes sont causés par, ce TDAH, bah, ça veut dire qu'il peut y avoir des solutions un peu plus mécaniques pour résoudre les choses plus que, juste psychologiques, on va dire. Donc ça change un petit peu la donne de l'analyse du pourquoi, du comment et des solutions, qu'on pourrait apporter. Alors la découverte du haut potentiel et de l'hypersensibilité a clairement marqué un avant et un après pour moi. J'avais bien conscience que beaucoup de choses étaient compliquées dans ma tête et je comprenais pas pourquoi justement. Pourquoi ça avait l'air si simple pour beaucoup de personnes et pourquoi ça l'était pas pour moi, alors que sur le papier, bah, enfin voilà, j'ai une vie qui n'est pas, qui est pas compliqué, hein. Enfin voilà, je trouve un travail, j'ai une famille, bon, j'avais toutes les bonnes cartes, on va dire. Donc je me suis dit: «Pourquoi, voilà, pourquoi c'est tout le temps compliqué pour comme ça? Pourquoi tu te prends la tête?» Et puis c'est quelque chose qu'on m'a aussi beaucoup, beaucoup renvoyé, surtout dans mes relations amoureuses et bah, en fait d'avoir, compris que ce fonctionnement, bah, j'y pouvais plus ou moins rien. Alors c'est pas que j'y peux rien, mais en tout cas, il y a toujours possibilité de changer et de travailler sur soi, mais en tout cas, il y avait une vraie raison de base et en fait, ça m'a fait un peu comme, d'une part, déjà un petit peu déculpabiliser peut-être et puis c'était un soulagement. En fait, à l'âge je crois que j'ai découvert ça, je devais avoir, 26-27 ans. Ça a été vraiment une révélation, bah, de comprendre tout ce chemin de vie, avec cet éclairage-là. Ça a été vraiment, vraiment comment je trouve pas de mots assez énorme, pour expliquer, ce que ça a changé et le truc le plus drôle par contre, c'est que j'étais convaincue et même complexée de pas être créative. Mais vraiment et c'était un complexe en moi, énorme. J'étais convaincue qu'être créatif, ça voulait dire, savoir faire du dessin mais savoir très bien dessiner ou alors, savoir jouer un instrument de musique, c'était ça pour moi être créatif. Et en fait, dans le bilan qui a été fait par le psychologue, c'est l'un des premiers trucs qu'il a ressorti sur, donc pas sur le côté QI et cetera, mais plus sur l'aspect personnalité, c'est le côté créatif. Et ça a été vraiment un choc et en même temps, bah, pareil, bah, du coup, j'ai complètement vu autrement les choses et j'ai complètement, changé la définition, de ce que c'était que la créativité et j'ai compris que je l'étais et j'ai surtout compris à quel point c'était essentiel pour moi, alors peut-être pas au quotidien, mais enfin, dans ma vie en général. Donc dans mes relations amoureuses, effectivement, on m'a beaucoup reproché d'être trop compliquée et de trop me prendre la tête. En fait, ce qui se passait, c'est que moi, quand je rencontre quelqu'un, souvent, ça va être, bah, assez intense justement, assez fort, en termes d'émotions, j'ai eu beaucoup de relations un peu passionnelles, on va dire, même beaucoup passionnelles et donc les débuts sont vraiment tout feu tout flamme, je suis, pleine d'entrain, très dynamique, je vais prendre les devants, je vais montrer vraiment un super côté de moi et puis plus les semaines passent, plus alors là, c'est là où je me dis que finalement, c'est peut-être mon trouble anxieux qui arrive tout doucement, qui prend le dessus et plus les semaines passent et plus finalement je me mets à tout analyser, à tout interpréter, à tout même surinterpréter et puis je pense qu'il y a le fait d'avoir peur que l'autre parte finalement, comme s'il allait finir par découvrir qui j'étais vraiment et qu'il allait avoir envie de partir. Enfin, c'est ce qui se passe dans ma tête. Du coup, au bout d'un moment, de peur que l'autre parte, bah, finalement, j'ose plus rien faire, j'ose plus prendre des initiatives, j'ose plus vraiment être moi. Enfin, sur le moment, je sais plus trop qui je suis et je me pose des questions tout le temps et je suis en attente de preuves de la part de l'autre et je deviens tellement en attente de preuves de l'autre, c'est que moi, je deviens incapable d'en donner et j'en demande, alors non, il est là le souci, c'est que j'en demande, pas vraiment ou disons que j'en demande de manière, très détournée et j'exprime pas du tout mes besoins, en fait.
pas de manière claire, quoi. Je communique pas justement sur ce qui va m'angoisser, sur ce qui me questionne, voilà, je dis rien. Je dis rien, sauf que du coup, bah, l'autre en face qui m'a connue, très, très enjouée, bah, d'un coup, il voit, un autre visage qu'il ne connaissait pas et qui n'est pas la personne, qui n'est pas, pardon, le visage qui lui avait plu et forcément, bah, ça finit par exploser et enfin par exploser, non, c'est toujours, assez correct. Mais en tout cas, au moment où il y a séparation, il y a explication et quand j'explique justement, tout ce qui a pu me questionner sur les dernières semaines, que, j'avais peur de tel truc, tel truc, tel truc, que, je doutais de lui, que voilà, j'explique un peu tout ça et en fait, on me dit toujours: «Mais voilà, que je suis beaucoup trop compliquée». C'est là où je me dis que, bon, il y a eu mon comportement qui a joué, mais j'avais aussi pas les bonnes personnes en face de moi. C'est que quand il y a eu ces discussions, les personnes se sont pas dit que finalement, effectivement, on pouvait peut-être, reprendre la relation autrement. Ils se sont pas dit qu'on pouvait poser les bases et en discuter, non, c'était de toute façon pour eux, c'était un fonctionnement qui était trop compliqué et ils avaient, pas envie de ça. Donc puis je pense que ça fait pas partie de leur personnalité, hein. Je pense que je suis pas tombée sur des personnes effectivement, entre guillemets «empathiques» et prêtes à être sur de la communication et de la communication profonde quoi, clairement, sur des choses assez intenses. Du coup, jusqu'à présent, j'ai jamais choisi des hommes qui étaient, justement dans ces réflexions et dans ces volontés de discussion profonde. Alors j'ai toujours été souvent avec des sportifs. Alors je veux pas, pointer du doigt les sportifs, mais non, j'ai toujours été et c'est ce qui m'attirait chez eux, hein, chez des gens qui se prenaient pas la tête justement et leur légèreté et la simplicité, par laquelle ils voient la vie et les choses et je pense que le sport aide beaucoup, enfin je pense que c'est clairement corrélé et ben, c'est ça qui m'attirait énormément et puis, bah, en même temps, c'est ce qui fait que, bah, ça marche pas. Ça marche pas parce que je pense qu'en face de moi, j'ai besoin de quelqu'un, voilà, qui soit sensible, beaucoup plus sensible. Sensible et à l'écoute et empathique et donc j'ai espoir effectivement de trouver un jour un sportif sensible et à l'écoute, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors en amitié, c'est plus simple, on va dire. Je suis quelqu'un qui me fait facilement, de nouvelles, amitiés. Je suis assez sociable, mais voilà, c'est pas non plus tout rose. J'ai ce côté, ressenti un peu violent parfois qui prend le dessus aussi avec mes amis. C'est-à-dire que je peux très rapidement, mal prendre des choses qu'on va dire, avoir l'impression que ça peut être contre moi. Bon là, on est peut-être sur de la parano en plus de l'hypersensibilité, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Après, encore une fois, pareil, je dis rien. J'ai l'impression que je me suis beaucoup adaptée, «suradaptée» entre guillemets à ce qu'on attendait d'une gentille petite fille sage et qu'entre ce qui se passe dans ma tête et ce que je montre, des fois, il y a une différence qui est juste énorme. Donc je vais faire le dos rond et rien dire, alors qu'à l'intérieur, je peux être complètement, enfin la cocotte minute, elle a débordé, quoi. Ça peut être très compliqué. Après j'ai appris, enfin je suis toujours en cours d'apprentissage, j'essaye, maintenant de «donner mes limites» entre guillemets, d'expliquer quand finalement il y a quelque chose que j'ai mal pris, en disant: «Bah, je comprends que c'était pas votre intention. Maintenant moi tout ça je le ressens comme ça. Voilà, c'est tout. J'ai besoin de vous le dire plutôt que de me faire des nœuds dans la tête pendant des heures». Donc je pense à un groupe de copains en particulier, à qui j'ai fait ça, plusieurs fois dernièrement et j'avais peur, hein, en fait, au début de faire ça parce que je me suis dit: «Ben, les gens vont plus m'aimer, en fait, si je dis à un moment donné que ce qu'ils ont pu me dire, c'était vexant ou que leur réaction, elle a été, compliquée», et en fait, pas du tout. Enfin, j'ai plutôt eu des retours comme quoi, bah, c'était plutôt courageux de le dire et que, bah, au contraire, enfin, voilà, qu'ils étaient plutôt à l'écoute et ils comprenaient. Donc ça fait du bien de pouvoir, être «soi» entre guillemets et sentir que les autres en face, ils nous aiment toujours autant. J'ai toujours eu effectivement très peur que, bah, si je suis pas la personne que l'autre aimerait que je sois, bah, il va pas m'aimer. J'ai l'impression d'arriver à décrypter,
un petit peu les attentes des autres, ou en tout cas ce qu'ils aiment, quel type de personnalité ils aiment, quel type de comportement va leur plaire, sur quel fonctionnement ils vont accrocher. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu un caméléon parfois et de plus trop savoir qui je suis réellement. Alors j'ai fini par dire que j'étais juste un peu, plein de choses en même temps, et c'est bien aussi. Mais effectivement, parfois ça m'empêche de dire très clairement, ce que j'aurais envie de dire. De moins en moins, de moins en moins. Alors dans ma vie professionnelle, le caméléon s'applique, d'autant plus, je pense. J'ai un CV assez fourni. J'ai beaucoup, beaucoup changé de métier, de société, de ville. J'ai beaucoup déménagé aussi. Donc le changement fait partie de ma vie. Ça fait partie des points aujourd'hui où on se dit: «Ben, est-ce que c'est pas du TDAH? Est-ce que c'est une réponse, excessive à de l'anxiété?» Bon voilà, ça peut être plein de choses, mais toujours est-il que, j'ai l'impression d'être capable de faire pas mal de métiers différents et de complètement m'adapter au public, devant lequel je me retrouve, au niveau professionnel. Alors heureusement, parce que bon, le métier que j'ai le plus pratiqué et que je pratique aujourd'hui, c'est la gestion de projet. Je l'ai fait, dans différents domaines professionnels, devant des acteurs, vraiment différents, j'ai été devant des médecins, des anesthésistes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, et c'est vrai que là, le côté caméléon, il est plutôt, non seulement positif, mais, nécessaire, en fait, justement. Donc cette adaptabilité, elle est vraiment essentielle, sur mon travail de coordination avec plein d'acteurs différents, et je crois que c'est pour ça que j'aime autant ce métier de toute façon, clairement. Alors je pense que mon côté caméléon, c'est pas forcément ça qui rend les choses, difficiles pour moi dans la durée, et le fait de pas arriver à me fixer quelque part. Je pense que ce côté caméléon finalement, heureusement qu'il est là justement par rapport à ça. Alors le TDAH aujourd'hui est pas acté chez moi, mais c'est une piste, mais en tout cas, je pense plutôt que c'est ce TDAH potentiel qui fait que j'ai besoin de changer très régulièrement. Il a besoin de nouveautés de manière constante, finir un projet finalement c'est assez compliqué, et je pense que c'est quand on rajoute par-dessus ça le trouble anxieux, c'est là que ça devient vraiment trop compliqué. Parce qu'en fait, en soi, le TDAH, il y a des gens qui vivent très bien avec. On peut être OK avec le fait d'avoir besoin de changement, il y a pas de souci avec ça. Le souci, c'est quand c'est compliqué, enfin quand ça «complique la vie» entre guillemets au quotidien, et quand on passe par des crises existentielles tous les 3 mois, c'est là que ça devient très lourd. Et ça, je pense que c'est plus du coup l'anxiété que j'ai. C'est vraiment ce mix des 2 en fait qui fait des étincelles. Heureusement finalement que je suis caméléon et que j'arrive à m'adapter, un peu partout. Je le vois comme ça. Je le vois plutôt dans ce sens-là. Alors on m'a posé la question, il y a pas longtemps sur, finalement qu'est-ce que ça m'apportait? Est-ce que j'avais vraiment besoin de mettre des mots sur tout ça? Alors effectivement, c'est un grand débat, en tout cas pour la partie hypersensible et haut potentiel. J'en ai même discuté avec le psychiatre cette semaine, qui me disait que lui, de toute façon, les tests QI, il détestait ça. Parce que ça mettait des gens dans les cases, et que de toute façon, HP, ça veut rien dire. On peut avoir un QI de 150 et être un vrai con, très clairement. Et du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose qu'il a dit que j'ai trouvé très pertinent. Il a dit que pour lui, finalement, la plus grande preuve d'intelligence, c'est pas le QI, c'est le doute. C'est le fait de douter, et du coup d'être sans arrêt en réflexion. Et je trouvais que c'était très vrai, parce qu'il me disait: «Beh, voilà, quelqu'un qui a 150 de QI et qui va pas se remettre en question une seule fois dans sa vie, en fait, il est détestable, et il a aucune intelligence émotionnelle». Et aujourd'hui, l'intelligence, c'est tout ça, c'est pas juste 3 chiffres mis l'un à côté de l'autre qui vont donner un score. Donc j'ai trouvé cette réflexion assez, pertinente, et effectivement, le doute fait partie, largement de ma vie. Donc voilà, pour poser des mots sur hypersensible et HP, n'empêche que ça fait du bien. Alors après, c'est ce qu'on en fait, hein, de toute façon, c'est comme tout, hein. Je pense qu'il faut pas que ça enferme effectivement dans un fonctionnement, ça c'est le risque, mais après c'est libre à soi ensuite d'en faire ce qu'on veut. Mais ça apporte tellement d'éclairage et tellement d'explications que je trouve que c'est quand même bénéfique. Et puis je trouve que ça permet de réfléchir à des solutions et à des clés qui seront en adéquation avec le
problème entre guillemets de base. Alors ça veut aussi dire qu'il y aura sûrement toute sa vie des choses compliquées, parce que ça fait partie de qui on est. Mais du moment où on se connaît très bien et qu'on accepte très bien qui on est, je trouve que c'est quand même plus simple. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des moments difficiles, mais au moins on sait pourquoi et les phases compliquées, elles sont peut-être moins compliquées, en fait. Enfin moi je le vois comme ça en tout cas, du coup il y a toujours un espoir derrière de: «Bon t'inquiète pas, tu sais que c'est comme ça en ce moment, mais il y a aussi des moments où ça va mieux et ça ira mieux demain ou dans 15 jours». Après sur le TDAH et le trouble anxieux, bah, là, je trouve que c'est plus que nécessaire dans le sens où pour, régler tout ça, potentiellement, il faut passer par des médicaments. Donc là, je m'en fiche en soi de mettre un mot. C'est juste de me dire: «Bah, voilà, il y a un trouble anxieux, bah, selon un cer enfin, peut-être qu'à un moment donné, du coup, il faut soigner ça par un médicament» et pareil, le TDAH, alors encore une fois, s'il pose problème au quotidien, parce qu'il peut y avoir un TDAH, pardon, qui est complètement gérable. Mais si c'est pas gérable, bah, là clairement il faut un médicament aussi très spécifique à ça et du coup, bah, c'est primordial pour moi justement de savoir mettre des mots. Et j'avais lu quelque part que finalement le TDAH, alors c'est mécanique et technique, mais après dans la vie de tous les jours, le TDAH devient un vrai trouble du moment où il pose problème justement à la personne. C'est-à-dire que 2 personnes qui sont constituées de la même manière et qui ont ce même, troubles, mécaniques, on va dire, enfin biochimiques plus que mécaniques finalement, et bien, il y en a un chez qui, ça posera pas de soucis et ça sera pas un trouble à ses yeux et il ira peut-être même jamais consulter. Et puis, bah, il y a quelqu'un d'autre pour qui ça va être très compliqué au quotidien et puis voilà, au bout d'un moment, il va finir par se poser des questions et potentiellement mettre le doigt dessus et consulter et se faire soigner, pour ça. Moi, ce qui me pose souci, au quotidien là-dedans, c'est alors du coup, c'est peut-être plus l'anxiété finalement, bah, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, avec le psychiatre, d'arriver justement à cerner si une fois que l'anxiété est calmée, est-ce que le TDAH en soi, il pose problème ou pas? Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Je suis en cours de tentative de calmer un peu le côté anxieux et une fois que ce côté-là sera calmé, on pourra creuser sur le côté TDAH, voir si, bah, s'il reste gérable ou s'il est pas gérable de toute façon. Mon côté anxieux, il s'exprime effectivement par, beaucoup, beaucoup de questions, à la minute. Bon, comme sûrement beaucoup de gens vont me dire: «Mais moi aussi, pour autant, j'ai pas un trouble anxieux ou alors il faut que je consulte». Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, ce qui est handicapant, c'est que, disons qu'il y a beaucoup de moments où ce trouble anxieux, bah, il va faire que les questions que je me pose, elles vont me parasiter. C'est-à-dire que je peux rester, une journée sur mon canapé à me poser toutes les questions existentielles du monde et à pas arriver à faire quoi que ce soit. Ou alors avoir une to-do list, assez énorme de choses à faire et puis finalement d'être incapable de me lever et que tout semble une montagne, en fait. Après c'est par période, hein. Il y a des moments où effectivement, j'ai la pêche et j'avance et ça va et puis il y a des moments où le moindre truc va devenir, ultra compliqué et source d'angoisse. L'hiver dernier, bah, j'ai même eu un arrêt parce que j'étais vraiment trop, trop au bout et en fait, je me rappelle que même l'idée de devoir aller chercher un colis à la poste, mais j'étais en crise d'angoisse clairement, quoi et c'est arrivé au stade où, bah, je suis pas allée chercher les colis à la poste et les colis ont été renvoyés, à l'expéditeur parce que j'avais pas la force. Tout, tout, tout me semblait compliqué et une montagne, pas possible à accomplir alors qu'en fait, enfin, c'était des choses assez classiques de la vie quotidienne. Il y a une complexité et une dualité effectivement de se rendre compte de l'angoisse que c'est et en même temps de rationaliser un peu les choses en se disant: «Mais en fait, c'est rien. Pourquoi c'est aussi compliqué alors que ça devrait pas l'être?» Et ça pose beaucoup de questions. Du coup, c'est très culpabilisant et c'est là où finalement de mettre des mots sur le «souci» entre guillemets, bah, ça rassure. Ça rassure dans un certain sens. Alors ça inquiète aussi parce qu'on se dit: «Mais mince, du coup, ça va être comme ça toute ma vie?» parce qu'en fait, c'est un truc qui est chez moi. Mais non, normalement, il y a des choses qui vont s'améliorer avec le temps, s'il y a une prise en charge. Alors à la croisée des chemins entre, le haut potentiel, l'anxiété, le TDAH, ce qui je pense me pose le plus souci et me paralyse finalement le plus au quotidien,
Là, j'expliquais des angoisses pour aller chercher un colis à la poste, mais ça finalement c'est rien. Ce qui va le plus m'angoisser et qui peut vraiment me faire rester des heures sur mon canapé, c'est des questions existentielles de sens en fait, de sens de la vie. Moi aujourd'hui, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait d'être sur terre. Alors je parle pas de ma petite personne, je suis pas quelqu'un de dépressif, je me dis pas que j'aurais pas envie d'être là, c'est pas du tout l'idée. Par contre, je comprends pas ce qu'on fait sur terre, comment on est arrivé sur terre, ce qu'on fait sur terre, quel est le but? Quel est le but global? Je parle pas le but, micro, mais quel est le but, macro de la présence des humains sur terre? Quel est le sens de tout ça? Alors je pense qu'il y en a pas, hein, très clairement, mais du coup, c'est hyper dur. C'est hyper dur à accepter qu'il y en ait pas. Et c'est ce qui peut vraiment me bloquer justement, dans mes projets pro, dans mes projets perso. Je vais avoir des projets, des envies, parfois des projets de grande ampleur de temps en temps et puis je me reprends en pleine face, mais en fait à quoi bon? À quoi bon ça sert de faire tout ça? À quoi bon? Mais pour tout, hein, quand j'avais un job salarié, c'était, à quoi bon travailler du lundi au vendredi? À quoi bon, quand en plus tu sais que potentiellement la vie est courte et que, tu sais pas de quoi demain est fait, que tu peux tomber malade, que voilà, c'est là où je pense qu'il y a toutes mes angoisses qui reviennent. Et puis il y a des fois où même les bons moments, alors j'ai même moi, hein, dans des moments où ça va, je me dis: «Bah oui, alors on vit du négatif, mais si on vit du négatif, c'est parce qu'on vit aussi du positif et sans ce négatif, le positif aurait pas la même saveur». Donc ça j'en suis assez convaincue. Mais parfois je me demande même à quoi ça sert de vivre le positif, quoi? À quoi bon? Ouais, fais ce qui te passionne, va t'éclater, à faire un truc que tu adores faire, bah oui, mais pour faire quoi? Enfin, pourquoi? Et voilà, je peux aller très loin dans le pourquoi et malheureusement, je pense que personne n'a de réponse. Enfin, c'est ça, hein, l'origine même de mes angoisses, je pense qu'elle est là. C'est une histoire de sens, de vie et de mort, quoi. Si quelque chose n'a pas de sens, ça a pas lieu d'être. Ça me parle pas. Je comprends pas. Je conçois pas, je bloque. Clairement, je bloque. Ce qui a été très compliqué en entreprise. Aujourd'hui, j'essaye d'équilibrer un peu tout pour, essayer de mettre un peu de sens dans ma vie. Bon, j'ai essayé d'arrêter de vouloir répondre à cette question de sens global, hein, après j'ai assisté à une conférence il y a une semaine où finalement la personne disait: «Ben, arrêtez de chercher un sens à la vie, enfin si vous êtes là pour trouver, votre «mission de vie» entre guillemets, enfin, vous êtes pas au bon endroit». Moi je crois qu'il y a pas de sens à la vie, si ce n'est que la vie est faite pour vivre des expériences. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup plu parce que dans les moments où je suis bien, c'est comme ça que je conçois la vie effectivement et j'ai envie de vivre, 15 000 trucs et c'est pour ça que j'ai déjà eu je pense, des métiers différents, fait des reconversions, j'ai quand même un appétit de découverte, et d'expérience qui est assez énorme. Donc ça me parlait plutôt bien, même si finalement elle venait de me dire que ma question n'avait pas de réponse. C'était quand même j'en ai quand même tiré du positif. Et moi aujourd'hui ce sens, j'ai comme je disais, pour moi travailler du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures, enfin 9 heures 18 heures plutôt. Je fais pas trop d'heures sup moi. Ça me parle plus et c'était source d'angoisse, hein, parce que je trouve que n'importe quel rendez-vous qu'on essaye de caler, c'est compliqué, c'est la course tout le temps, alors que j'ai pas d'enfants, hein, mais je me dis: «Mais qu'est-ce que ça doit être avec des enfants?» Enfin, c'est angoissant au possible. Donc moi pour, résoudre tout ça, je me suis lancée en fait en freelance à temps partiel. Ce qui me permet, à temps partiel, d'assurer un salaire, qui est suffisant. Ce qui serait clairement pas le cas en tant que salarié. Donc du coup, j'ai un freelance qui m'apporte quand même, pas mal de cadre, parce que le TDAH a besoin de cadre, même si c'est ce qu'il déteste, en fait, il en a absolument besoin et ça je l'ai compris. Donc c'est cool parce que c'est un freelance où, je travaille, enfin je «signe» entre guillemets sur une durée assez longue avec un seul et unique client. Voilà, je vais faire de la gestion de projet sur un projet, sur un outil informatique qu'ils mettent en place. J'ai une visibilité de plusieurs mois. Je sais que tous les mois, je vais être, au minimum, j'espère, à 8 jours par semaine, de prestations pour eux, la plupart du temps chez eux, en journée complète. Voilà, c'est assez cadré et en même temps, du coup, il y a des semaines où je vais travailler un jour, des semaines où je vais travailler 3 jours.
Donc ça me plaît bien, d'une part parce que c'est du temps partiel. Je sais que de base, j'ai dit que je bosserais jamais les vendredis, donc je sais que j'ai du temps pour respirer, en fait. Les trajets sont un peu longs, et c'est pas grave parce que, on est mardi, on est mercredi, je mets 1 heure le matin, 1 heure le soir. C'est long, ça me fait pas plaisir, j'ai l'impression de perdre mon temps, mais finalement, ouais, mais jeudi et vendredi, de toute façon, je travaille pas. Donc tout ce qui me stresse et tout ce que je me dis que je peux pas faire sur ce créneau-là, que je perds dans ma voiture, du coup, je le perds pas parce que de toute façon, les autres jours, je suis disponible. Alors que si je travaillais du lundi au vendredi, clairement, j'aurais refusé parce que 1 heure le matin dans sa voiture et 1 heure le soir, pour moi, c'est une aberration. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer ça comme ça. Ce qui me va bien aussi, c'est qu'à côté de ça, moi, c'est un peu comme le cadre, hein, je déteste et en même temps, j'en ai besoin. Je déteste la routine. Ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Donc là aussi, pour moi, hein, bosser du lundi au vendredi dans une même entreprise pendant 15 ans, c'est juste pas possible du tout. Et donc ce freelance, moi, il me permet voilà, d'une semaine à l'autre, je peux travailler un jour comme 3. Alors au début, je voyais ça d'un œil un peu compliqué. Je me disais: «Ouh là là, mais comment je vais pouvoir faire d'autres choses à côté?» parce que du coup, c'est un peu trop fluctuant. Ouais, mais non, finalement, c'est bien parce que, 2 semaines ne se ressemblent pas. Je sais que j'ai un jour fixe où je bosse pas, donc si j'ai besoin de caser des choses, je les mets là. Et puis l'idée, c'est de trouver des activités que je puisse faire, voilà, en modulant mon temps, en fait, sans avoir besoin d'être présente à une heure fixe et un jour fixe. Donc voilà, aujourd'hui, comment j'essaie d'apporter du sens à tout ça, gagner ma vie, le côté alimentaire avec ce travail et puis le reste du temps, c'est encore en questionnement, me lancer dans une entreprise autre ou juste prendre du temps pour moi, je pense que ça va être ça pour l'instant la priorité. Pourquoi pas faire du bénévolat sur des choses qui me touchent un peu, enfin voilà, quand même faire des choses, hein. L'idée c'est pas de rester sur mon canapé, tout le temps, même si des fois c'est ce qui se passe pour l'instant. Mais c'est trouver du sens ailleurs que, dans le fait de travailler, de tirer un salaire, quoi. Partager et apporter aux autres aussi. Alors moi, de tout ça, de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que je vis encore, si j'avais un conseil à donner, c'est pour moi la solution, elle vient par l'action. Il y a pas «d'erreur possible» entre guillemets. Si vous avez envie de tenter quelque chose, faites-le en fait. À mes yeux, il y a vraiment que l'immobilisme qui peut rendre malheureux et qui peut enfermer. Donc osez, essayez, alors bien entendu avec réflexion et en mettant des filets de sécurité, si l'idée c'est de tout plaquer du jour au lendemain. Mais vraiment s'il y a un travail qui vous convient pas, une relation qui vous convient pas, partez. Enfin, ou en tout cas, mettez-vous en ordre de marche pour et moi je trouve que c'est toujours en faisant le premier pas de quelque chose qui parfois nous paraît impossible et insurmontable, que finalement tout finit par arriver, tout se déclenche, mais voilà, il faut quand même semer un minimum, des petites graines, mais parfois on se rend pas compte, mais un tout petit rien peut finalement, changer la suite, de manière assez conséquente. Donc osez, essayez, lancez-vous, même si, votre objectif c'est de faire une reconversion totale, il y a forcément des premiers tout petits pas et faites-le et vous verrez ce qui va en suivre. Il en suivra peut-être quelque chose de complètement différent et ça va peut-être ouvrir d'autres pistes et tant mieux. Du coup, si j'avais un mot de la fin à dire, ça serait un petit message aussi à passer à toutes les personnes qui ont pu me dire que j'étais trop compliquée. C'est que, certes, tout ça, c'est beaucoup de complexité, mais je trouve que c'est aussi, énormément de richesse. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir.
Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.